Jean-Marie Cavada, bonjour. Vous êtes bonjour à vous tous. Député européen. Vous êtes aussi président en France d'un mouvement qui s'appelle Nous Citoyens. Et on se souvient évidemment de vous comme journaliste vedette à la télévision française, notamment comme présentateur de la Marche du siècle. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi du camembert et de la baguette. J'aurais pu ajouter un ballon de rouge. C'est un peu la manière caricaturale dont on représente souvent le citoyen français. Est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas un petit peu caricatural quand vous dites que le citoyen est excédé aujourd'hui, qu'il n'a plus confiance dans les hommes et les femmes politiques? Est-ce que c'est si grave que ça? D'abord, vous êtes assez gonflé, si vous me permettez, parce que pour poser cette question, je voudrais voir le plat de frites, les moules, puisque si ma mémoire est bonne, vous êtes un peu belge, mondial. Alors, caricatural, non pas vraiment, parce que le parti le plus important en France, c'est le parti des abstentionnistes. Il ne fait pas 10%, il ne fait pas 20%, il ne fait pas 25% comme le PS ou l'UMP, ou 23-24% comme le Front National, qui est une sorte de déversoir de colère. À cause de quoi? Il fait 55% le parti des abstentionnistes et on voit bien que la République finira par s'effondrer. Alors pourquoi? La colère. Naturellement, aussi la méfiance et je dirais le désarroi devant des gens qui ne sont pas toujours propres. Non pas que la classe politique française ou belge soit toute corrompue. Hélas, il n'y a pas assez d'argent, si je puis dire, pour que ce soit de grands voyous. Mais souvent, il y a là-dedans des exemples qui sont absolument décourageants. Quand on demande aux gens de faire un effort, pourquoi ces gens-là ne manquent pas de simplicité? Pourquoi rouler dans des voitures de fonction tout le temps? Pourquoi on ne les a pas au téléphone, comme au Canada, comme un peu chez vous en Belgique, comme en Suisse? Bref, on a l'impression qu'on est gouverné par des gens qui sont une bourgeoisie de fonction. Et ceci est extrêmement dangereux. Si on respecte la République aujourd'hui, il faut s'engager dans les mouvements citoyens pour rétablir les valeurs dont Nous Citoyens, par exemple, est un vecteur, mais il y en a d'autres. Est-ce que la France va mal? Est-ce que c'est le mauvais élève de l'Europe aujourd'hui? Ou est-ce que c'est une surdouée qui s'ignore? C'est ce que vous insinuez sur votre site web. Oui, la phrase n'est pas de moi, elle est d'un chef d'entreprise fondateur de Nous Citoyens qui s'appelle Denis Père. C'est une assez jolie phrase d'ailleurs, même si lui-même s'est éloigné un peu. C'est que oui, c'est un pays qui a des intellectuels, qui a des chercheurs. La classe ouvrière est remarquable, les classes moyennes sont extrêmement engagées dans le travail. La productivité, malgré le calendrier de travail qui est très restreint, 35 heures, la productivité reste une des meilleures au monde. Par conséquent, oui, c'est une surdouée. Elle s'ignore. C'est pas l'image que la France donne à l'extérieur. Oui, mais laissez-moi terminer. C'est parce que il y a un divorce absolu entre la société française, ce dont je viens de vous parler, et son système. La France est en bonne santé, son système est moribond. Voilà la grosse difficulté qui est périlleuse pour nous. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense d'abord qu'il faut que la démocratie s'exerce vraiment. Il faut maintenant que la République change un peu de nature. Il faut que le président soit responsable devant la Chambre des députés. Il faut que le Parlement ait des pouvoirs, ce qui n'est pas le cas. Sur le plan économique? Sur le plan économique, il faut faire les grandes réformes qui s'imposent. Et nous sommes d'une arrogance inouïe. Nous avons de gros problèmes endettés jusqu'à l'os avec 2000 milliards d'euros sur les marchés internationaux, de telle sorte qu'on n'a même plus d'autonomie financière. Il y a plus de souveraineté. Et la Commission vient de donner un délai supplémentaire. Et la Commission, gentiment d'ailleurs, vient de donner un délai supplémentaire pour essayer d'arranger nos affaires. Mais c'est une erreur. Non, le courage politique manque en France. Je sais que c'est pas populaire, mais Schröder, il a fait des réformes. Et savez-vous ce qui est arrivé à Schröder en 2003? Eh bien, il a failli gagner. Il lui a manqué 3 sièges, dont celui d'un traître. Autrement dit, il lui en a manqué 2 pour faire des réformes. Autrement dit, les gens comprennent les réformes. Il faut simplement leur dire quel est le but et que tout le monde participe au sacrifice. Deuxième notion. On va parler de politique internationale. Ça vous intéresse également. Et on va regarder un petit extrait d'une interview de Bachar el-Assad, le président syrien, qui explique, selon lui, pourquoi l'Occident ne l'aime pas. On regarde. Ceci est une ingérence dans les affaires syriennes. Pour être franc, ça m'est égal tant que j'ai le soutien du peuple syrien. C'est de là que vient ma légitimité. Mais laissez-moi vous dire pourquoi. C'est parce que l'Occident est habitué à avoir des marionnettes. C'est ça le problème qu'ils ont avec la Syrie. Ils veulent quelqu'un qui dit oui monsieur, un pantin, une marionnette. L'ennemi en Syrie aujourd'hui, c'est Bachar el-Assad ou c'est l'État islamique qui est en train de prendre C'est une sacrée question parce que la politique étant faite de réalisme, moi qui déteste le cynisme, je suis bien obligé de constater les réalités. Aujourd'hui, il faut parler avec Bachar el-Assad. C'est pas pour autant que je vais me priver de dire une chose. Cet homme est d'une grande grossièreté.
On ne dit pas ça. Lui-même, il vient de Grande-Bretagne où il a fait ses études. Il devrait regarder. Est-ce que Winston Churchill était un couard qui manquait de nuts et de guts, comme on dit, et qui était une marionnette? Non, certainement pas. Et même Edward Heath, et même Thatcher, et même quelques dirigeants travaillistes. Non, c'est pas bien de dire ça. Il montre là d'ailleurs qu'il a plus de vengeance à l'intérieur de sa pensée que de volonté de tourner la page du passé, puisqu'à nouveau, il a un rôle à jouer, et donc il doit être un homme d'État, pas un homme de clan. Et donc il faut dialoguer avec Bachar el-Assad. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Guy Verhofstadt, le président du groupe libéral dont vous faites partie, et qui lui était prêt à lancer une opération militaire contre la Syrie. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens, une opération militaire. Et d'ailleurs, c'est plus le problème. Le vrai problème maintenant, c'est le djihadisme qui mène à travers le monde une guerre qui est à la fois sur des fronts extérieurs et sur des fronts intérieurs, qui est une situation inédite. On n'avait jamais connu ça. Alors, vous savez, la démocratie, comme disait Churchill le même, est un très mauvais système, à l'exception de tous les autres. Et donc, la même chose, la guerre est un système terrible, il faut choisir ses adversaires, et si vous êtes obligé de prendre des alliés qui ne sont pas fiables, ni bons, ni même recommandables, après tout, Staline, dans la Deuxième Guerre mondiale, qui était un criminel éminent, était-il un bon allié? Non, mais il a permis quand même qu'avec le front de l'Est, l'Allemagne nazie s'effondre, chaque chose en son temps. Il faut être réaliste. Alors, la Turquie est fortement impliquée dans ce dossier. La Turquie qui est dans votre collimateur, pour une autre raison. Vous avez soutenu ici au Parlement européen une résolution demandant à la Turquie de reconnaître le génocide arménien. On va célébrer le 100e anniversaire de ce génocide dans quelques jours. Quelle est la portée de cette résolution? Avant de dire la portée d'une résolution qui n'est jamais qu'un mouvement de bonnes intentions, j'en suis conscient, il faut dire quelle est la nature du problème. La nature du problème, c'est que le génocide, selon les définitions de l'ONU, arménien de 1915, n'arrive pas à être reconnu, non pas par le peuple turc, je dissocie toujours les gouvernements des peuples. Il y a en Turquie une société civile qui aimerait bien terminer avec cette histoire, reconnaître le génocide, comme l'a fait Willy Brandt en 1970 avec les crimes nazis contre les Juifs en Pologne. Il est allé s'agenouiller, il n'a pas fait des phrases. Il manque un Willy Brandt turc. Il manque un Willy Brandt turc, exactement. Et on voit bien que Erdogan, dans cette affaire, joue deux jeux. L'arrogance et, je dirais, la colère pour dire, ce qui est d'une grande grossièreté aussi diplomatique, que ce que dit le Parlement rentre dans une oreille, et le Parlement européen, ça sort par l'autre. On pourrait dire la même chose. Ce que dit la Turquie, évidemment, ça rentre par une narine et ça ressort vraiment par les yeux. Non, c'est pas sérieux de parler comme ça. Il devrait prendre en compte le fait suivant. C'est pas lui le criminel d'État qui a ordonné. C'était ses prédécesseurs. Mais Chirac a fait en France, par exemple, une chose tout à fait remarquable, comme Willy Brandt. Il a reconnu la présence de l'État français, la responsabilité de l'État français dans la rafle du Veldiv. Il ne serait pas compliqué pour Erdogan, s'il était un peu moins arrogant, de reconnaître la présence de l'État turc dans le génocide. Et après, ça sert à construire l'avenir, ça ne sert pas à condamner les dirigeants actuels, ça sert à faire respecter la mémoire des victimes. Et ça, il faut avoir un peu d'esprit et de hauteur. Je trouve que cet homme est plein de passion, et c'est pour ça que j'ai lancé dans la tribune du Parlement encore un effort, M. Erdogan, et vous finirez peut-être par être un vrai homme d'État. Après tout, je le renvoie à Sadat et à Begin, qui ont fait des choses d'une autre hauteur. Jean-Marie Cavada, merci d'être venu au bar de l'Europe, et on va s'attaquer à ce camembert. On va demander un petit coup de rouge, si vous voulez. C'est une honte, votre histoire.